Aïssa n'avait jamais imaginé que sa vie ressemblerait à une transaction froide et calculée. Orpheline depuis l'âge de 10 ans, après avoir perdu ses parents dans un accident tragique qui avait laissé un vide immense dans son cœur, elle vivait sous le toit de son oncle, un homme d'affaires impitoyable qui régnait sur leur maison comme sur son empire commercial. Dans cette grande ville africaine, où les lumières des villas luxueuses côtoyaient les ombres des ruelles poussiéreuses, l'oncle d'Aïssa passait ses journées à négocier des contrats, tapant furieusement sur sa calculatrice sans jamais accorder un regard chaleureux à sa nièce. Elle n'était pour lui qu'une pièce sur un échiquier, un moyen de consolider ses alliances. « Tu épouseras Moussa », lui annonça-t-il un soir sans émotion, comme s'il dictait les termes d'un accord commercial. « C'est bon pour les affaires. Son père et moi avons un partenariat qui vaut des millions. Refuser serait une folie. » Aïssa, avec ses 23 ans et son regard doux empli de rêves inavoués, baissa les yeux. Elle n'avait personne d'autre au monde, pas de famille pour la défendre, pas d'amis pour la conseiller. Obéir était sa seule option, même si son cœur se serrait à l'idée d'épouser un inconnu. Moussa était le fils d'un riche entrepreneur, charismatique en surface, avec un sourire capable de charmer une foule. Mais Aïssa sentait déjà une ombre planer sur cette union forcée. Le jour du mariage arriva comme une tempête annoncée, sans joie ni célébration sincère. Dans la grande église de la ville, aux vitraux colorés filtrant une lumière froide et impersonnelle, Aïssa se tenait devant une assemblée clairsemée. Il n'y avait pas de rire d'enfant, pas de fleurs jetées par des demoiselles d'honneur enthousiastes. À la place, des murmures étouffés emplissaient l'air. Des chuchotements d'affaires entre son oncle et le père de Moussa, qui négociaient encore les détails d'un contrat parallèle, comme si les vœux n'étaient qu'une formalité administrative. « Assure-toi que le partenariat inclut les clauses sur les importations », glissait l'oncle à voix basse, tandis que le père de Moussa hochait la tête, un stylo à la main. Aïssa, vêtue d'une robe blanche empruntée qui lui serrait la taille comme un étau, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle hésita un instant devant l'autel, ses doigts tremblants serrant un bouquet fané, son regard fixé au sol pour éviter les yeux indifférents de Moussa. Lui, debout à ses côtés, ajustait sa cravate d'un air distrait, jetant des coups d'œil à son téléphone plutôt qu'à sa future épouse. « Allons-y, finissons ça vite !» murmura-t-il à un ami au premier rang. Mais Aïssa obéit, comme toujours. Elle prononça les vœux d'une voix faible, mécanique, en se raccrochant à un espoir fragile. Peut-être que cette union lui offrirait enfin une vie stable, un toit sûr, une échappatoire à la solitude qui la rongeait depuis si longtemps. Tandis que le prêtre déclarait « Vous êtes maintenant mari et femme », les applaudissements furent rares, étouffés par le bruit d'un chèque qu'on déchirait discrètement au fond de la salle. Aïssa leva les yeux vers Moussa, cherchant un signe de tendresse, mais il se contenta de lui prendre le bras comme on saisit un trophée, et ils sortirent sous une pluie fine qui semblait pleurer à sa place. Le premier drame ne se fit pas attendre. Léger en apparence, il était pourtant coupant comme une lame pour le cœur d'Aïssa. À la réception qui suivit la cérémonie, Moussa arriva avec 15 minutes de retard, son costume impeccable froissé par une hâte feinte, comme si l'événement n'était qu'une pause dans sa vie trépidante. Il balaya la salle du regard sans même chercher Aïssa, préférant serrer les mains d'invités influents, rire à leurs blagues et discuter affaires comme si elles n'existaient pas. Quand enfin il s'approcha d'elle, ce ne fut pas pour un baiser ou un mot doux, mais pour la prendre par le bras comme on attrape un sac oublié. « Reste à côté de moi et souris. Tu es là pour faire bonne figure », murmura-t-il entre ses dents, son ton sec et impersonnel, la traitant comme un simple accessoire pour embellir sa réputation. Aïssa sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle obéit, forçant un sourire qui masquait sa douleur grandissante. Plus tard, seule dans leur nouvelle chambre aux murs blancs et froids de la villa, elle sortit son carnet secret d'un coin caché de sa valise, un vieux cahier usé où elle griffonnait ses pensées depuis l'enfance. D'une main tremblante, elle nota « Aujourd'hui, j'ai épousé un homme qui me voit comme un objet. Mon cœur espérait de la chaleur, mais je n'ai trouvé que du vide. Combien de temps pourrais-je supporter cela ?» Les mots coulaient comme des larmes retenues, unique refuge dans cette union qui s'annonçait déjà comme une prison dorée. Pourtant, une petite voix intérieure persistait au fond d'elle comme un murmure têtu au milieu du chaos. Peut-être qu'il changera.
se disait Aïssa en refermant son carnet, les yeux fixés sur la fenêtre où la lune jetait une lueur pâle sur la ville endormie. Cette voix était son dernier fil d'espoir, écho de l'optimisme qu'elle avait gardé malgré les années de solitude à l'orphelinat, où elle avait appris à voir du bon même dans les jours les plus sombres. Elle imaginait Moussa se radoucissant avec le temps, peut-être après une conversation honnête, ou simplement en réalisant qu'elle n'était pas un fardeau, mais une partenaire. Cette pensée suscitait immédiatement l'empathie envers elle. Une jeune femme piégée dans un monde impitoyable, choisissant encore de croire au meilleur plutôt que de céder à la colère. Mais au fond, Aïssa savait que cet espoir était fragile, telle une flamme vacillante sous un vent violent. Elle se promit en silence de surveiller les signes, prête à affronter ce qui viendrait ensuite dans cette vie qu'elle n'avait pas choisie. Les jours suivants se transformèrent en une routine amère où les humiliations quotidiennes de Moussa s'infiltraient comme un poison lent, érodant peu à peu la confiance d'Aïssa. Tout commença par de petites critiques qui semblaient anodines, mais qui creusaient profondément. Un soir, alors qu'Aïssa avait passé l'après-midi à préparer un repas traditionnel, du riz jollof épicé avec des escargots poivrés, espérant impressionner son mari, Moussa rentra du bureau avec un air renfrogné. Il s'assit à table sans un mot de remerciement, prit une bouchée et cracha presque aussitôt. « C'est quoi, cette bouillie fade ? Tu cuisines comme une gamine qui n'a jamais vu une cuisine décente !» lança-t-il, repoussant l'assiette si violemment qu'elle se renversa sur la table. Aïssa, debout près de lui, sentit ses joues rougir de honte, mais murmura simplement « Je peux l'améliorer, Moussa. » Il ricana. « Améliorer ? Tu es une orpheline sans valeur. Comment pourrais-tu savoir ce qu'est un bon repas ?» Le lendemain matin, ce fut au tour de ses vêtements. Aïssa avait choisi une robe simple mais élégante, un pagne fleuri qu'elle avait apporté de chez son oncle pour se sentir un peu chez elle dans cette villa impersonnelle. Moussa la toisa de haut en bas en descendant les escaliers. « Tu vas sortir comme ça ? On dirait une mendiante du marché. Change-toi, je ne veux pas qu'on me voie avec une loque pareille. » Il fouilla dans l'armoire et lui jeta une robe clinquante, trop serrée et voyante, qu'il avait achetée sans la consulter. « Porte ça. Au moins, tu auras l'air d'une femme digne de moi. » Aïssa obéit en silence, mais intérieurement, elle bouillonnait. Cette robe la faisait se sentir comme un objet exposé, pas comme une épouse. Le pire vint lors d'une soirée avec ses amis, invités pour un dîner informel. Moussa, entouré de ses compagnons rieurs qui buvaient du vin importé, se tourna vers Aïssa, occupé à servir les plats avec un sourire forcé. « Regardez ma femme, les gars, une orpheline sans valeur que j'ai ramassée pour faire bonne figure. Sans moi, elle dormirait encore dans la rue. » Les rires fusèrent autour de la table, comme des couteaux plantés dans le cœur d'Aïssa. Elle resta figée, les mains tremblantes, feignant de rire avec eux pour ne pas aggraver les choses. Mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Plus tard, seule dans la chambre, elle se demanda combien de temps cette voix intérieure d'espoir tiendrait face à cette avalanche de mépris. Le contrôle de Moussa s'intensifia comme une ombre qui s'étendait sur la villa, transformant leur foyer en une cage dorée où Aïssa se sentait de plus en plus prisonnière. Un après-midi, alors qu'elle tentait simplement de sortir se promener dans le jardin, Moussa la surprit à la porte d'entrée. « Où crois-tu aller comme ça ?» aboya-t-il, les yeux plissés par la suspicion. Sans attendre de réponse, il verrouilla la porte à clé et glissa celle-ci dans sa poche. « Tu restes ici. Une femme comme toi n'a pas besoin de traîner dehors. Tu pourrais embarrasser ma réputation. » Aïssa protesta faiblement. « Mais Moussa, j'ai juste besoin d'air frais. » Il la coupa net, son ton glacial. « Air frais? Concentre-toi sur ta place. À partir de maintenant, tu ne sors pas sans ma permission. » Les jours suivants, il installa des verrous supplémentaires sur les fenêtres et les portes secondaires, prétextant la sécurité dans la ville. Mais Aïssa savait que c'était pour la garder sous son emprise totale, comme un oiseau en cage. Le drame culmina un soir où Moussa découvrit son matériel de peinture caché sous le lit. Un pinceau usé et quelques tubes de couleur qu'elle avait gardés de son passé. Il les saisit avec rage, brisant le pinceau d'un geste sec. « Arrête tes bêtises enfantines, tu n'es pas une artiste, tu es ma femme. Ces idioties te distraient de tes devoirs, » hurla-t-il, jetant les morceaux au sol comme des déchets. Aïssa sentit une larme couler, mais elle ravala sa douleur, ramassant les débris en silence une fois qu'il fut parti. Pourtant, cette nuit-là, dans l'obscurité de la chambre, Aïssa tenta de résister en secret. Elle fouilla dans ses affaires et trouva un vieux pinceau de rechange qu'elle avait dissimulé au fond d'un tiroir.
Avec des couleurs mélangées à la va-vite, elle peignit une toile cachée derrière l'armoire, représentant sa tristesse. Un ciel orageux au-dessus d'une silhouette solitaire courbée sous la pluie, des traits sombres et tourmentés capturant le poids de son âme. C'était son acte de rébellion muet, un moyen de hurler sans mots, même si elle savait que si Moussa la découvrait, la punition serait terrible. Cette toile devint son secret, un fragment de liberté dans un monde qui se resserrait autour d'elle. Pourtant, cet équilibre précaire fut brisé par un rebondissement inattendu qui fit basculer Aïssa dans une vague de trahison et de colère contenue. Un soir tardif, alors que Moussa croyait qu'elle dormait profondément, Aïssa se leva sans bruit pour chercher un verre d'eau dans la cuisine. En passant près du salon plongé dans la pénombre, elle entendit sa voix étouffée, un murmure complice qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Curieuse et inquiète, elle s'approcha sur la pointe des pieds et surprit Moussa au téléphone, adossé au mur, un sourire malicieux aux lèvres. « Oui, chérie, je te manque déjà? Demain soir, on se voit comme d'habitude. » Elle? « Oh, ne t'inquiète pas pour ma femme, elle est juste un arrangement. Toi, tu es la vraie passion. » Les mots frappèrent Aïssa comme un coup de poignard, confirmant ses pires soupçons. Il avait une maîtresse et il parlait d'elle comme d'un simple contrat sans importance. Son cœur se serra, une nausée l'envahit, mais au lieu de fuir, elle entra dans la pièce d'un pas décidé, les yeux brillants de larmes et de rage. « Moussa, c'est qui au téléphone ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Il sursauta, raccrocha précipitamment, et son visage se durcit instantanément. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnes maintenant. » La dispute éclata alors, intense et chargée d'émotions explosives. Aïssa, pour la première fois, éleva la voix. « Comment oses-tu me traiter ainsi? Je suis ta femme, pas un meuble. Qui est cette femme? » Moussa hurla en retour, les veines saillantes sur son front. « Tais-toi, tu n'es rien pour moi, une orpheline que j'ai épousée par obligation. Reste à ta place et ferme-la. » Les mots volaient comme des flèches, Aïssa l'accusant de trahison, lui la rabaissant avec des insultes cruelles sur son passé sans famille. La tension monta jusqu'à ce qu'il claque la porte du salon, la laissant seule avec ses sanglots étouffés, le cœur brisé, mais une détermination naissante. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Les semaines suivantes furent un tourbillon de suspicions et de douleurs silencieuses pour Aïssa, qui ne pouvait plus ignorer les fissures dans son mariage après avoir surpris cette conversation téléphonique. Un matin, alors qu'elle rangeait les vêtements de Moussa dans l'armoire, elle trouva des preuves irréfutables d'infidélité. Un parfum féminin entêtant, imprégné sur une chemise froissée, un arôme sucré et étranger qui n'était pas le sien, et pire encore, des messages sur le téléphone qu'il avait oubliés. Des textos tendres et explicites d'une femme nommée Lila, parlant de rendez-vous secrets et de nuits passionnées. « Reviens vite, mon amour. Ta maison m'ennuie sans toi », disait l'un d'eux. Aïssa sentit son monde s'effondrer, ses mains tremblantes tandis qu'elle lisait, le cœur serré par une trahison qui la brûlait comme un feu intérieur. Elle effaça les traces de ses larmes, rangea le téléphone et décida d'attendre le soir pour en parler, refusant de laisser la rage l'emporter. Quand Moussa rentra, l'air fatigué mais satisfait, Aïssa l'accueillit calmement à table, servant le dîner comme si de rien n'était. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle leva les yeux vers lui. « Moussa, je sais pour les autres femmes, le parfum sur tes vêtements, les messages, je ne te demande pas d'arrêter, seulement du respect. Je suis ta femme et je le mérite. » Ces mots étaient mesurés, sans cris ni accusations folles, seulement une requête simple pour un peu de dignité dans ce mariage qui la rongeait. Moussa posa sa fourchette avec un claquement sec, ses lèvres se tordant en un sourire moqueur qui glaça le sang d'Aïssa. « Du respect? Toi, une petite orpheline, tu oses me donner des leçons ?» ricana-t-il, la voix dégoulinante de sarcasme, comme si ces paroles étaient la chose la plus ridicule qu'il eût jamais entendue. Il se leva d'un bond, dominant la pièce de sa stature imposante, et s'approcha d'elle d'un pas menaçant. Aïssa recula instinctivement, mais il l'attrapa par le poignet, la plaquant contre le mur du salon. Pas encore en la frappant, mais avec une force brutale qui lui coupa le souffle, son dos heurtant la surface froide. « Écoute-moi bien », grogna-t-il, le visage à quelques centimètres du sien, l'haleine chargée de vin. « Si tu parles trop, si tu oses encore fouiner dans mes affaires ou me juger, je divorcerai de toi sur le champ. Tu retourneras dans la rue d'où tu viens, sans un sou, sans rien. Comprends-tu » Les mots étaient comme des coups invisibles chargés de menaces,
et Aïssa, les yeux écarquillés de peur et de chagrin, hocha la tête en silence, le corps tremblant contre le mur. Il la relâcha enfin, se détournant avec un ricanement dédaigneux, la laissant glisser au sol, le cœur en miettes, se demandant si cet espoir de changement n'était pas qu'une illusion cruelle. Désespérée et encore sous le choc de la confrontation avec Moussa, Aïssa décida de chercher du soutien là où elle espérait en trouver, chez son oncle, la seule famille qui lui restait. Tandis que Moussa était sorti pour une de ses soirées interminables, elle attrapa le téléphone fixe de la villa, le sien ayant été confisqué depuis longtemps, et composa le numéro d'une main tremblante, le cœur battant comme si elle commettait un crime. La ligne sonna plusieurs fois avant que son oncle ne réponde, sa voix bourrue et impatiente traversant le combiné. « Qu'est-ce que c'est ? Je suis en pleine réunion. » Aïssa déglutit, retenant ses larmes. « Oncle, c'est moi, Aïssa. J'ai besoin d'aide. Moussa me traite mal, il me menace, il voit d'autres femmes. Je ne sais plus quoi faire. » Il y eut un silence lourd à l'autre bout, puis un soupir exaspéré. « Endure, Aïssa. C'est la vie d'une femme. Les mariages ne sont pas des contes de fées. Les hommes ont leurs faiblesses, et toi, en tant qu'orpheline, tu dois être reconnaissante d'avoir un toit. Ne me dérange plus avec ces bêtises, ou tu risques de tout perdre. » Les mots la transpercèrent comme une lame glacée, et avant qu'elle puisse supplier davantage, il raccrocha sèchement, la laissant avec le bip incessant de la ligne morte. Aïssa s'effondra sur le sol de la cuisine, les sanglots la secouant violemment, réalisant avec horreur que même sa famille la condamnait à ce calvaire, la traitant comme un fardeau plutôt qu'une nièce en détresse. Ce rejet la plongea plus profondément dans l'isolement, renforçant sa peur que personne ne viendrait jamais à son secours. Pourtant, ce rejet de son oncle n'était que le début d'une trahison plus profonde qui frappa Aïssa comme un coup inattendu. Déterminée à ne pas abandonner, elle décida de visiter sa tante en secret, la sœur de son oncle, une femme qu'elle avait toujours considérée comme plus compréhensive, même si leur relation était distante. Un après-midi, profitant d'une rare absence de Moussa, Aïssa s'échappa discrètement de la villa, enveloppée dans un châle pour ne pas attirer l'attention, et se rendit chez sa tante dans un quartier voisin. Assise dans le salon modeste, entourée de photos de famille qui lui rappelaient cruellement ce qu'elle avait perdu, Aïssa versa son cœur. « Tante, Moussa me trompe, me menace, me traite comme rien. Mon oncle m'a dit d'endurer, mais je n'en peux plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. » La tante l'écouta avec un air compatissant, hochant la tête, promettant de réfléchir et de garder le silence. Aïssa repartit avec un soupçon d'espoir, croyant avoir trouvé une alliée. Mais le soir même, alors qu'elle préparait le dîner, Moussa rentra plus tôt que prévu, les yeux noirs de fureur. « Tu as osé aller pleurnicher chez ta tante ?» rugit-il, brandissant son téléphone où s'affichait un message. « Aïssa est venue se plaindre de toi. Fais attention, elle pourrait causer des problèmes. » La trahison la frappa de plein fouet, sa propre tante l'avait vendue, informant Moussa de chaque détail pour protéger les intérêts familiaux. « Tu n'as plus personne maintenant ?» hurla-t-il, la traînant vers la chambre et verrouillant la porte de l'extérieur. Cette nuit-là fut un isolement total. Aïssa, piégée dans la pièce sombre, sans lumière ni nourriture, entendit les pas de Moussa arpenter la maison comme un gardien de prison. Elle s'assit contre le mur, les genoux ramenés contre sa poitrine, les larmes coulant en silence, réalisant que même sa famille la voyait comme un problème à étouffer plutôt qu'une personne à sauver. L'espoir qu'elle avait nourri s'éteignit un peu plus, la laissant dans une obscurité émotionnelle qui semblait sans fin. Les tensions accumulées explosèrent enfin dans un drame violent qui marqua un pic d'émotions négatives pour Aïssa, la plongeant dans un désespoir croissant qui menaçait de l'engloutir. Une nuit, Moussa rentra plus tard que d'habitude, titubant dans le salon, les yeux rougis par l'alcool et l'odeur de whisky imprégnant l'air. Aïssa, qui avait passé la soirée à ruminer les trahisons passées, avait découvert par hasard une boîte de médicaments cachée dans la poche de sa veste. Des antibiotiques prescrits pour une infection sexuellement transmissible, preuve irréfutable que ces infidélités mettaient non seulement leur mariage en péril, mais aussi sa santé à elle. Incapable de se taire plus longtemps, elle l'attendit, assise sur le canapé, le cœur battant. « Moussa, on doit parler de ta santé, de notre santé, » dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Ces médicaments, tu risques de me transmettre une maladie avec tes aventures. Je t'en prie, sois prudent pour nous deux. » Moussa éclata d'un rire ivre et méprisant,
vacillant vers elle. « Toi, me donner des ordres sur ma vie? Tu n'es qu'une ingrate qui profite de mon argent, hurla-t-il, son haleine chaude sur son visage. La dispute s'enflamma rapidement. Aïssa insista calmement pour du respect et de la prudence, mais lui, aveuglé par la rage alcoolisée, leva la main et la frappa violemment au visage, la projetant contre le sol. « Tais-toi, ou je te ferai regretter d'être né !» grogna-t-il, assonnant un deuxième coup qui lui coupa le souffle, laissant une marque rouge sur sa joue. Aïssa se recroquevilla, la douleur physique se mêlant à une vague de terreur et de désespoir. Comment avait-elle pu en arriver là, à craindre pour sa vie dans sa propre maison? Moussa, encore ivre, s'effondra sur le canapé en marmonnant des insultes, la laissant seule avec ses larmes et la peur grandissante que ce ne soit que le début d'un enfer sans fin. Pourtant, la violence de Moussa ne se limita pas à des coups physiques cette nuit-là. Elle s'étendit à une destruction plus intime, symbolisant la démolition pure et simple de l'âme d'Aïssa. Tandis qu'elle gisait au sol, essayant de reprendre son souffle entre les sanglots, Moussa, encore possédé par sa fureur alcoolisée, se releva brusquement et fouilla la chambre comme un prédateur enragé. Il découvrit ses toiles cachées derrière l'armoire. Ses peintures secrètes qui étaient son unique échappatoire, des œuvres où elle versait ses rêves et ses peines en couleurs vives et tourmentées. Avec un grognement sauvage, il les arracha une à une, les déchirant en deux, d'un geste brutal, piétinant les morceaux éparpillés comme s'ils étaient des déchets sans valeur. « T'es stupide, gribouillis! C'est ça qui te rend si faible !» cracha-t-il, écrasant une toile représentant une femme solitaire sous un ciel orageux, l'image même de son âme brisée. Chaque déchirure résonnait comme un cri muet dans le cœur d'Aïssa, qui leva une main faible pour l'arrêter, mais il la repoussa d'un coup de pied. « Ça ne sert à rien, tout comme toi !» hurla-t-il avant de s'effondrer à nouveau, laissant la pièce jonchée de fragments colorés, symbole de son esprit fracassé. Aïssa, recroquevillée au milieu des débris, sentit une partie d'elle se briser irrémédiablement, comme si Moussa n'avait pas seulement attaqué son corps, mais avait piétiné l'essence même de qui elle était, la laissant vide et terrifiée face à un avenir qui s'assombrissait de plus en plus. Pourtant, le lendemain matin, encore marqué par les bleus sur son visage et les fragments de toile éparpillés comme des morceaux de son âme brisée, Aïssa ne put plus supporter l'atmosphère suffocante de la villa. Elle rassembla le peu de courage qui lui restait, enfila un châle pour cacher ses blessures et fuit temporairement vers la maison de son beau-père, un homme âgé et respecté dans les cercles d'affaires de la ville qu'elle avait rencontré brièvement lors du mariage. Elle arriva à sa porte sous une pluie fine, tremblante et épuisée, frappant faiblement jusqu'à ce qu'il ouvre, les yeux écarquillés à la vue de son état. « Père, s'il vous plaît, aidez-moi. Moussa m'a frappé, il a détruit tout ce qui me restait de joie. Je ne peux plus vivre comme ça, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement, tandis qu'elle lui racontait les abus, les infidélités et la violence de la nuit précédente. Son beau-père l'invita à entrer, la fit asseoir dans son salon spacieux avec un thé chaud et écouta avec un air grave, hochant la tête. « Ma fille, je suis choqué. Je vais parler à mon fils. Je te promets de l'aider à changer. Reste ici pour l'instant. Repose-toi. » Aïssa sentit un bref soulagement, croyant enfin avoir trouvé un allié, quelqu'un qui verrait au-delà des apparences. Mais après un appel téléphonique discret à Moussa, son beau-père revint avec un visage changé, plus distant. « Écoute, Aïssa, j'ai parlé à mon fils. Il est juste stressé par les affaires, les pressions du travail. Les hommes comme lui ont besoin de temps. Retourne chez toi, endure un peu, et tout s'arrangera. » Il la renvoya ainsi, doucement mais fermement, la poussant vers la sortie, avec des mots qui sonnaient comme une sentence. « Ne fais pas d'histoire, ça pourrait ruiner la famille. » Aïssa, le cœur lourd de cette nouvelle trahison, repartit sous la pluie, se sentant plus seule que jamais, réalisant que même les liens du mariage ne la protégeaient pas des excuses qui justifiaient la cruauté. Pourtant, au milieu de ce désespoir croissant, un rebondissement inattendu vint ajouter une couche d'émotion déchirante à la vie d'Aïssa, la piégeant entre joie fragile et terreur absolue. Quelques jours après son retour forcé de chez son beau-père, alors qu'elle se sentait plus isolée que jamais, Aïssa remarqua des signes inhabituels. Des nausées matinales persistantes, une fatigue écrasante qui la clouait au lit et un retard dans son cycle qui la fit paniquer. Avec un mélange d'appréhension et de curiosité,
Elle se procura discrètement un test de grossesse au marché voisin, profitant d'un rare moment où Moussa était absent. Assise seule dans la salle de bain, les mains tremblantes, elle fixa les 2 lignes roses apparaître sur le bâtonnet. Elle était enceinte. Un flot d'émotions la submergea. Une étincelle de joie instinctive pour cette vie naissante, un miracle inattendu dans son enfer quotidien, mais vite étouffé par une peur viscérale. « Comment vais-je élever un enfant dans cette maison de violence ?» se murmura-t-elle, imaginant déjà les coups qui pourraient atteindre non seulement elle, mais ce petit être innocent. Elle cacha le test au fond d'un tiroir verrouillé, décidant de garder le secret par pure terreur. Peur que Moussa ne réagisse avec rage, qu'il l'accuse d'avoir piégé le mariage, ou pire, qu'il la force à une décision qu'elle ne voulait pas. Ce secret devint un poids supplémentaire sur son âme, un drame intime qui amplifiait son isolement, la forçant à sourire en façade tout en priant en silence pour que cet enfant lui donne la force de survivre. Une nuit orageuse où le ciel de la ville grondait comme un avertissement divin marqua le point de non-retour dans le calvaire d'Aïssa, transformant son désespoir en un suspense insoutenable et un choc maximal qui la brisa définitivement. Moussa rentra plus tôt que prévu, les yeux injectés de sang par une rage accumulée toute la journée. Une nouvelle confrontation avait éclaté plus tôt ce soir-là, quand Aïssa, épuisée par les secrets et les violences, avait osé lui demander des comptes sur ses absences prolongées et les rumeurs qui couraient dans le quartier. « Tu n'es qu'une charge, une erreur que je regrette chaque jour », hurla-t-il, l'alcool et la frustration le rendant imprévisible comme la tempête dehors. Sans lui laisser le temps de répondre, il l'attrapa brutalement par le bras, la traînant à travers le salon glissant de pluie qui s'infiltrait par les fenêtres mal fermées. Aïssa trébucha, suppliant d'une voix brisée. « Moussa, arrête, ne fais pas ça, s'il te plaît. » Mais ses mots se perdirent dans le tonnerre, et il fouilla rageusement dans un placard pour en sortir son vieux sac usé, celui qu'elle avait apporté le jour du mariage, rempli de quelques vêtements râpés et de souvenirs fanés. « Prends tes affaires et disparais! Tu n'as jamais appartenu ici, » grogna-t-il, la poussant vers la porte d'entrée qu'il ouvrit d'un coup de pied, la pluie torrentielle fouettant leur visage comme des gifles du destin. Aïssa, le cœur battant la chamade, fut jetée dehors dans la nuit noire, le sac atterrissant à ses pieds dans une flaque boueuse, tandis que Moussa claquait la porte derrière elle, verrouillant tout espoir de retour. Sous la pluie battante qui transformait les rues en rivières boueuses, Moussa, encore ivre de rage, la traîna plus loin dans l'obscurité, loin de la villa illuminée qui avait été sa prison. Il s'arrêta enfin dans une ruelle étroite et sombre près d'un marché désert où les étals vides gisaient comme des squelettes sous la lueur pâle d'un lampadaire clignotant entouré de déchets éparpillés par le vent. Aïssa, les vêtements trempés collant à sa peau, trébucha et tomba à genoux dans la boue, son vieux sac atterrissant à côté d'elle avec un bruit sourd. Moussa la toisa une dernière fois, son visage tordu par la haine, et hurla d'une voix tonitruante qui se répercuta contre les murs délabrés. « Tu appartiens à la rue, c'est là ta place, avec les rats et les ordures. » Les mots résonnèrent comme un verdict final, cruel et irrémédiable, tandis qu'il tournait les talons, remontant dans sa voiture qui vrombit avant de disparaître dans la nuit, laissant derrière lui un sillage de phares qui s'évanouit rapidement. Aïssa, seule sous l'orage qui redoublait de violence, serra son sac contre elle, le corps secoué de sanglots muets, le cœur déchiré par l'abandon total, non seulement jeté comme un déchet, mais aussi terrifiée pour l'enfant qu'elle portait en secret, se demandant si elle survivrait à cette nuit interminable. Aïssa s'effondra à genoux dans la boue gluante de la ruelle, le poids de l'abandon la clouant au sol comme si la terre elle-même voulait l'engloutir. Sous la pluie qui la fouettait sans relâche, Aïssa perdait espoir, un vide immense s'ouvrant en elle comme un gouffre sans fond. « Pourquoi moi? Pourquoi tout ça ?» se murmura-t-elle intérieurement. Sa voix intérieure, un cri étouffé au milieu du chaos. Elle repensait à son enfance, à l'orphelinat, aux nuits solitaires où elle rêvait d'une famille aimante, d'un amour qui la protégerait. Des rêves maintenant piétinés comme ces toiles brisées. J'ai tout enduré pourquoi? Pour finir ici comme un déchet jeté au bord du chemin. Ses pensées tourbillonnaient, sombres et tourmentées, évoquant les visages indifférents. Son oncle la renvoyant à son devoir, sa tante la trahissant sans remords, son beau-père excusant la cruauté de son fils. Et Moussa, oh Moussa, avec ses promesses vides et ses mains violentes, comment avait-elle pu croire qu'il changerait? Je porte son enfant,
et il me jette comme rien. Que vais-je faire maintenant? Comment survivre dans cette ville qui avale les faibles? La peur pour le bébé en elle amplifiait son désespoir. Une main protectrice se posant instinctivement sur son ventre, imaginant une vie minuscule, menacée par le froid et la faim. La scène s'étira dans le temps, interminable, comme si l'orage refusait de la laisser partir, la forçant à affronter chaque seconde de son agonie. Aïssa leva les yeux vers le ciel noir, les gouttes d'eau se mélangeant à ses larmes, et un sanglot plus fort la secoua, un cri primal qui se perdit dans le vent hurlant. « Dieu, si tu existes, pourquoi me laisser comme ça? Ai-je mérité cette souffrance ?» pensa-t-elle, son esprit oscillant entre rage et résignation. Elle revoyait les moments fugaces de joie, une peinture achevée en secret, un sourire forcé lors du mariage, mais il semblait maintenant si loin, effacé par la cruauté du présent. Perdue dans ses pensées, elle s'allongea presque dans la boue, le corps engourdi par le froid, l'espoir s'éteignant comme une flamme sous l'eau. C'est fini. Je n'ai plus rien, plus personne. La rue m'a réclamé, comme il l'a dit. Pourtant, au plus profond de ce désespoir, une minuscule étincelle persistait. Un instinct de survie qu'elle ne pouvait ignorer. Mais pour l'instant, elle se laissait submerger, pleurant jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent, seule dans l'ombre de la nuit orageuse. Pourtant, au milieu de cette nuit orageuse, où Aïssa avait touché le fond du désespoir, un tournant inattendu surgit comme une lueur faible dans l'obscurité, marquant le passage à l'espoir teinté de nouveaux drames légers et d'une reconstruction fragile. Tandis qu'elle gisait effondrée dans la ruelle boueuse près du marché désert, les sanglots secouant son corps trempé, le bruit d'un moteur approchant couvrit momentanément le grondement du tonnerre. Une voiture noire élégante, ses phares balayant la pluie comme des yeux scrutateurs, ralentit, puis s'arrêta à quelques mètres d'elle. À l'intérieur, Ézéchiel, un homme d'affaires veuf d'une quarantaine d'années, au regard fatigué mais bienveillant, rentrait d'une longue soirée de travail. Il avait aperçu cette silhouette recroquevillée sous l'orage, une femme seule et brisée, et quelque chose en lui, un instinct de compassion forgé par ses propres pertes, l'avait poussé à freiner. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-il pour lui-même, sortant sous la pluie avec un parapluie qu'il déploya rapidement. Il s'approcha d'Aïssa avec prudence, évitant de l'effrayer, et s'accroupit à son niveau, sa voix profonde et calme perçant le vacarme de l'averse. « Madame, vous allez bien? Vous ne pouvez pas rester comme ça sous cette tempête. Laissez-moi vous aider. » Aïssa leva les yeux, embuée de larmes et de pluie, méfiante au début. Après tout ce qu'elle avait enduré, comment faire confiance à un inconnu? Mais son regard doux, sans jugement, la toucha, et elle hocha faiblement la tête, trop épuisée pour résister. Ézéchiel l'aida à se relever doucement, ramassa son sac boueux et la guida vers sa voiture, où la chaleur de l'habitacle l'enveloppa comme une étreinte oubliée. « Je m'appelle Ézéchiel. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais personne ne mérite d'être abandonné comme ça. Venez, je vous emmène chez moi pour vous sécher et manger quelque chose. » Il conduisit en silence, jetant des regards discrets vers elle, son cœur se serrant à la vue de ses bleus et de son air hanté. Plus tard, une fois chez lui, une villa modeste mais chaleureuse aux abords de la ville, il révélerait avoir perdu sa femme dans un accident de la route. Une collision causée par un conducteur imprudent qui avait brisé sa vie des années plus tôt, expliquant pourquoi il ne pouvait pas ignorer la souffrance d'autrui. Pour l'instant, ce sauvetage marquait le début d'une reconstruction, où l'espoir renaissait doucement, même si de nouveaux drames légers comme des doutes et des confrontations passées planaient encore à l'horizon. Une fois arrivé à la villa d'Ézéchiel, niché dans un quartier calme de la ville, où les lumières douces perçaient la nuit pluvieuse, Mama Fatima, la gouvernante fidèle et maternelle d'une cinquantaine d'années, les accueillit à la porte avec un regard rempli de compassion. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'Aïssa, trempée et tremblante, mais sans un mot de jugement. Elle prit les choses en main comme une mère protectrice. « Venez, ma pauvre enfant, entrez vite avant d'attraper la mort. » dit-elle d'une voix chaude et apaisante, enveloppant Aïssa d'un châle sec qu'elle avait préparé en urgence. Mama Fatima guida Aïssa vers la salle de bain spacieuse, où elle fit couler un bain chaud fumant, ajoutant des sels parfumés qui emplirent l'air d'une odeur réconfortante de lavande et de miel. « Plongez là-dedans. Ça va vous réchauffer l'âme autant que le corps, » murmura-t-elle en aidant Aïssa à se déshabiller avec douceur, lavant délicatement ses blessures sans poser de questions intrusives.
Pour la première fois depuis des mois, Aïssa sentit des mains bienveillantes sur elle, non pas pour la punir, mais pour la soigner. Et des larmes silencieuses se mêlèrent à l'eau chaude. Une fois propre et enveloppée dans un peignoir moelleux, Mama Fatima l'emmena à la cuisine, où un repas simple mais nourrissant l'attendait. Un bol fumant de soupe aux légumes épicés, du pain frais et une tasse de thé sucré. « Mangez, mangez tout, vous avez l'air du nombre. Personne ne mérite ce que vous avez traversé, » insista-t-elle en s'asseyant à ses côtés, veillant comme une gardienne. Aïssa, la gorge serrée par l'émotion, prit une bouchée hésitante, et la chaleur du repas se répandit en elle comme un baume, chassant un peu le froid de l'abandon. Enfin, Mama Fatima la conduisit à une chambre d'invité aux murs crème et au lit confortable, avec des draps doux et une couverture épaisse qui invitait au repos. « Dormez maintenant, demain sera un nouveau jour. Vous êtes en sécurité ici, » chuchota-t-elle en bordant Aïssa comme une enfant, éteignant la lumière avec un sourire tendre. Ce fut le premier moment de gentillesse pure qu'Aïssa avait connu depuis si longtemps. Un geste simple qui ralluma une étincelle dans son cœur brisé, lui rappelant que le monde n'était pas seulement fait de cruauté, même si les ombres du passé planaient encore. Pourtant, ce premier moment de gentillesse ne s'installa pas sans résistance dans l'esprit tourmenté d'Aïssa, qui douta au début, créant un mini-drame de méfiance qui la fit hésiter entre gratitude et peur instinctive. Allongée dans le lit confortable de la chambre d'invité, enveloppée dans les draps doux qui sentaient le frais et le propre, elle ne put s'empêcher de fixer le plafond, son cœur battant encore la chamade malgré l'épuisement. « Est-ce un piège ?» se murmura-t-elle intérieurement, les souvenirs des trahisons passées, les sourires faux de Moussa au début du mariage, les promesses vides de son oncle, revenant la hanter comme des fantômes. Et si Ézéchiel n'était qu'un autre homme aux intentions cachées? Et si cette compassion n'était qu'une façade pour l'attirer dans un nouveau piège, plus subtil mais tout aussi destructeur? Mama Fatima avait été si attentionnée avec son bain chaud et son repas nourrissant, mais Aïssa avait appris à se méfier des actes de bonté, craignant qu'ils ne se transforment en dette ou en manipulation. Elle se redressa légèrement, jetant un regard suspicieux autour de la pièce. Les meubles simples mais élégants, la fenêtre sans barreaux, et son esprit tourbillonna. Pourquoi un inconnu m'aiderait-il comme ça? Personne ne fait rien sans raison. Et si Moussa l'avait payé pour me retrouver et me ramener? La méfiance créa un mini-drame intérieur intense, ses mains tremblant sous la couverture tandis qu'elle imaginait le pire. Être renvoyée à la rue, ou pire, piégée dans une situation encore plus sombre. Elle se leva même discrètement, approchant de la porte pour vérifier si elle était verrouillée. Elle ne l'était pas, ce qui la surprit et atténua un peu sa peur, sans la dissiper complètement. Dehors, elle entendit les voix étouffées d'Ézéchiel et de Mama Fatima discutant à voix basse dans le couloir, et elle colla son oreille contre le bois, le souffle retenu. La pauvre, elle a l'air si brisée, disait Mama Fatima. Oui, mais on va l'aider sans pression, répondit Ézéchiel. Ces mots apaisèrent légèrement Aïssa, mais le doute persistait, un nœud serré dans sa poitrine qui la fit se recoucher, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Ce mini-drame de méfiance dura une partie de la nuit, la forçant à revivre ses peurs passées. Mais au fil des heures, la fatigue l'emporta, et elle s'endormit enfin, avec une minuscule ouverture pour l'espoir. Peut-être, juste peut-être, que cette fois, la gentillesse était réelle. Pourtant, au fil des jours suivants, ce mini-drame de méfiance commença à s'estomper légèrement chez Aïssa, ouvrant la voie à un rebondissement émouvant qui la lia un peu plus à cette nouvelle vie inattendue. Un matin ensoleillé, alors qu'elle aidait Mama Fatima dans la cuisine, préparant un thé aux herbes pour calmer ses nausées persistantes, Aïssa sentit le poids de son secret devenir insupportable. Ézéchiel entra à ce moment-là, portant un plateau de fruits frais, et remarqua son air pâle et distant. « Quelque chose te tracasse encore, n'est-ce pas? Tu peux me parler, sans obligation, dit-il doucement, s'asseyant en face d'elle avec un regard sincère qui la fit craquer. Les larmes aux yeux, Aïssa confia enfin son secret. « Je suis enceinte. C'est l'enfant de Moussa, mais il ne le sait pas. J'ai peur pour lui, pour nous. Je ne sais pas comment l'élever dans ce chaos. » Les mots sortirent en un flot hésitant, chargé d'émotions. La joie mêlée à la terreur, le regret du passé et l'angoisse de l'avenir. Ézéchiel l'écouta sans l'interrompre, son visage passant de la surprise à une compassion profonde.
se rappelant ses propres pertes qui le rendaient sensible à de telles vulnérabilités. Quand elle eut fini, il posa une main réconfortante sur la sienne sans envahir son espace. « Aïssa, c'est une nouvelle incroyable, même dans la douleur. Je te promets de t'aider sans pression, que ce soit pour des soins médicaux, un toit sûr ou simplement une oreille attentive. Tu décideras du rythme. Je suis là pour te soutenir, pas pour te diriger. » Ces paroles, prononcées avec une douceur ferme, allumèrent une lueur d'espoir en elle, transformant ce secret en un lien naissant de confiance, même si l'ombre de l'avenir restait incertaine. Au fil des semaines qui suivirent son sauvetage, Aïssa commença à se reconstruire lentement, comme une fleur qui émerge de la terre après une tempête dévastatrice, trouvant un équilibre fragile dans cette nouvelle vie chez Ézéchiel. Elle se sentait encore hantée par les ombres de son passé, les nuits agitées où elle se réveillait en sueur, revivant les coups de Moussa. Mais la gentillesse quotidienne de la maison l'aidait à guérir. Pour exprimer sa gratitude, elle se mit à aider activement. Le matin, elle préparait le petit déjeuner avec Mama Fatima, mélangeant des œufs frais et des épices pour un plat simple mais réconfortant. Ou elle rangeait le salon avec soin, transformant la villa en un havre plus chaleureux. « Je ne veux pas être un fardeau », disait-elle souvent. Ses mains occupées à essuyer la poussière ou à laver les vêtements, retrouvant une dignité dans ses gestes quotidiens qui lui avaient été volés si longtemps. Ézéchiel, remarquant son talent caché pour la peinture lors d'une conversation fortuite, lui offrit un coin de son bureau avec des toiles neuves et des pinceaux. « Peins ce que tu ressens, Aïssa. C'est ton espace », l'encouragea-t-il un soir, et elle s'y attela avec hésitation au début, puis avec passion. Ses œuvres naquirent des paysages sereins mêlés à des touches sombres, symbolisant sa renaissance, et elle en offrit une à Ézéchiel, un portrait abstrait de lui sous un ciel clair qu'il accrocha fièrement au mur. Ces moments partagés autour d'une tasse de thé ou d'une discussion tardive sur la vie firent naître un amour progressif, doux et inattendu. Aïssa sentait son cœur s'ouvrir, attiré par la patience d'Ézéchiel, sa façon de l'écouter sans juger, mais ce sentiment était mêlé à de la tension, des doutes sur sa capacité à aimer à nouveau et la peur que son passé ne revienne la hanter. Pourtant, jour après jour, elle tombait amoureuse. Un sourire timide illuminant son visage quand il rentrait, marquant le début d'une justice poétique où la douleur cédait la place à une tendresse méritée. Pourtant, au milieu de cette reconstruction paisible et de l'amour naissant qui fleurissait entre Aïssa et Ézéchiel, un drame varié surgit comme un orage inattendu, mélangeant tension et confrontation pour rappeler que le passé ne se laissait pas oublier si facilement. Un après-midi, alors qu'Aïssa peignait dans le jardin de la villa, capturant les couleurs vives des fleurs sous un soleil doux, un bruit de moteur furieux brisa le calme. Moussa avait appris où elle se trouvait, par un appel anonyme d'un voisin curieux qu'il avait vu entrer chez Ézéchiel, ou peut-être par des ragots circulant dans les cercles d'affaires de la ville. Fou de rage et d'orgueil blessé, il débarqua sans avertissement, franchissant le portail ouvert avec sa voiture qui pila dans un crissement de pneus. « Aïssa, sors de là! Tu es à moi, tu rentres à la maison tout de suite !» hurla-t-il depuis le seuil, son visage rouge de colère, les poings serrés comme s'il était prêt à tout arracher sur son passage. Aïssa, alertée par le vacarme, sortit de la maison avec Mama Fatima à ses côtés, le cœur battant la chamade. La peur familière la submergeant, mais mêlée maintenant à une nouvelle force née de sa guérison. Ézéchiel, qui travaillait dans son bureau, accourut aussitôt, se plaçant protectivement devant elle. « Qui êtes-vous? Sortez de ma propriété !» ordonna-t-il d'une voix ferme, mais Moussa l'ignora, avançant d'un pas menaçant vers Aïssa. « Elle est ma femme. Je l'ai épousée. Elle m'appartient. Tu crois que tu peux me la voler comme ça ?» cria-t-il, attrapant le bras d'Aïssa avec une poigne brutale, l'attirant vers lui comme un objet réclamé. La scène de confrontation devint tendue, électrique. Aïssa se débattit, criant « Lâche-moi, je ne suis plus à toi, Moussa !» tandis qu'Ézéchiel intervenait, repoussant Moussa d'une poussée décisive. « Elle est libre maintenant. Partez avant que j'appelle la police !» menaça-t-il, son ton calme mais inflexible. Mama Fatima, paniquée, courut chercher du renfort chez les voisins, ajoutant au cas où. Moussa, haletant, lança un regard haineux à Aïssa. « Tu regretteras ça, ingrate. Sans moi, tu n'es rien. » Avant de reculer enfin, vaincu pour l'instant, et de repartir en trombe, laissant derrière lui une atmosphère lourde de tension. Aïssa, tremblante dans les bras d'Ézéchiel, sentit les larmes monter.
non seulement de peur, mais aussi de soulagement. Réalisant que ce drame avait renforcé son lien avec lui, transformant la confrontation en un pas de plus vers sa liberté. Pourtant, au milieu de ces rebondissements positifs, où l'amour entre Aïssa et Ézéchiel grandissait comme une fleur fragile sous un soleil nouveau, une justice poétique se mit en place discrètement, orchestrée par Ézéchiel, pour restaurer un équilibre brisé sans vengeance ouverte. Ayant appris par des contacts d'affaires les détails sur la villa de Moussa, cette même maison qui avait été le théâtre des pires souffrances d'Aïssa, Ézéchiel engagea un avocat discret pour racheter la propriété en sous-main, négociant avec le propriétaire initial qui cherchait à vendre rapidement. Sans un mot à quiconque, pas même à Aïssa au début, il finalisa l'achat et fit transférer le titre de propriété à son nom à elle, transformant son ancien enfer en un symbole de pouvoir retrouvé. « C'est pour toi, pour que tu ne sois plus jamais sans voix », lui expliqua-t-il plus tard, un soir où il marchait dans le jardin, ses yeux brillants d'une détermination calme. Quelques semaines après, l'éviction frappa Moussa comme un coup de foudre inattendu. Un avis officiel arriva par courrier, l'informant que la maison avait changé de main et qu'il avait 30 jours pour partir. Paniqué, il appela son père et ses amis à l'aide, mais les portes se fermèrent une à une. Son père, déçu par les rumeurs de ses abus qui circulaient maintenant dans les cercles d'affaires, le licencia de l'entreprise familiale. « Tu as tout gâché, mon fils. Assume tes erreurs. » Ses amis, sentant le vent tourner, l'évitèrent, prétextant des emplois du temps chargés, le laissant isolé et ruiné, ses comptes bancaires vidés par des dettes accumulées. Moussa, hagard et seul dans la villa vide qu'il devait quitter, fixa les murs qui avaient vu ses colères, réalisant avec amertume que sa cruauté l'avait conduit à tout perdre, travail, amis et même fierté. Tandis qu'Aïssa, de l'autre côté de la ville, apprenait la nouvelle avec un mélange de choc et de libération, serrant la main d'Ézéchiel en murmurant « Merci, mais je veux juste la paix, pas la vengeance. » Pourtant, au cœur de cette justice poétique, qui se déroulait comme un destin inéluctable, un rebondissement inattendu apporta une touche humaine à Moussa, le montrant non plus comme un monstre impitoyable, mais comme un homme brisé par ses propres actes. Seul dans la villa vide qu'il devait quitter, entouré de cartons à moitié remplis et de meubles couverts de poussière, Moussa s'effondra un soir sur le canapé usé du salon, le même où il avait si souvent hurlé ses insultes. Les lumières tamisées projetaient des ombres longues sur les murs, et pour la première fois depuis des mois, il se permit de réfléchir vraiment à ce qu'il avait perdu. « Qu'ai-je fait » murmura-t-il pour lui-même, la voix rauque et tremblante, tandis que les souvenirs affluaient. Les yeux terrifiés d'Aïssa lors de leur dispute, ses toiles déchirées qu'il avait piétinées sans remords. Et maintenant, cette éviction qui le laissait sans rien, pas de travail, pas d'amis, pas même une famille pour le soutenir. Une larme solitaire coula sur sa joue, puis une autre, et bientôt il pleura en privé, seul dans l'obscurité, les sanglots étouffés par ses mains couvrant son visage. C'était un regret profond, viscéral, qui le submergeait, non pas pour Aïssa directement, mais pour la vie qu'il avait sabotée par orgueil et cruauté. J'aurais pu l'aimer, ou au moins la respecter. Et maintenant, je suis le vrai déchet, pensa-t-il, les épaules secouées, imaginant ce qu'aurait pu être leur mariage sans sa violence. Cette scène de vulnérabilité cachée aux yeux du monde ajoutait une touche humaine à son personnage, rappelant que même les tyrans pouvaient céder sous le poids de leurs erreurs, même si ce regret arrivait trop tard pour changer le cours des choses. Au fil des mois qui suivirent cette justice poétique et l'amour grandissant avec Ézéchiel, Aïssa trouva une force intérieure qu'elle n'avait jamais soupçonnée, transformant sa résolution en une autonomisation profonde, où elle canalisait sa douleur passée en une aide concrète pour les autres. Inspirée par ses propres toiles, qui avaient été son refuge secret durant les années sombres, elle décida d'ouvrir un atelier de peinture dédié aux femmes abusées. Un espace modeste mais lumineux dans un quartier populaire de la ville, financé en partie par les profits de la villa rachetée, un symbole parfait de renaissance. « Je veux que d'autres femmes transforment leurs larmes en couleurs, comme je l'ai fait », expliqua-t-elle à Ézéchiel un soir, les yeux brillants d'une détermination nouvelle, tandis qu'il l'aidait à accrocher les premières toiles sur les murs blancs de l'atelier. L'atelier devint rapidement un sanctuaire, où Aïssa enseignait non seulement les bases de la peinture, mélanger les couleurs, tracer des lignes libres, mais aussi à exprimer les émotions refoulées,
transformant la douleur en art thérapeutique. Les séances étaient chargées d'émotions positives. Des rires timides émergeaient au milieu des pinceaux, mais de nouveaux défis surgissaient. Aïssa luttait parfois avec ses propres souvenirs qui ressurgissaient, comme un dernier rebondissement rappelant que la guérison n'était pas linéaire. Une scène particulièrement émouvante se déroula lors de la première session de témoignage. Une jeune femme nommée Zara, aux yeux marqués par des nuits sans sommeil, prit la parole en tenant une toile inachevée représentant une cage brisée. « Mon mari me battait parce que je n'avais pas d'enfant. Il me traitait de stérile inutile. Mais ici, avec ces couleurs, je me sens vivante pour la première fois, confia-t-elle, la voix tremblante, des larmes coulant sur ses joues, tandis que le groupe hochait la tête en silence, Aïssa posant une main réconfortante sur son épaule. Une autre, plus âgée, nommée Nala, partagea son histoire d'isolement. Il m'enfermait des jours entiers, comme une prisonnière. Peindre cette fleur qui pousse dans le noir m'a rappelé que je peux encore fleurir. Les témoignages s'enchaînèrent, émouvants et crus. Des récits de coups cachés sous des manches longues, de mots qui blessaient plus que des poings, de familles qui détournaient le regard, créant un cercle de solidarité où les femmes pleuraient ensemble, puis riaient en mélangeant les peintures, transformant leur douleur collective en œuvres vibrantes accrochées au mur. Aïssa, au centre de tout cela, sentait sa propre cicatrice s'adoucir, mais non sans défi. Une participante réticente lui rappela son propre doute initial, forçant Aïssa à affronter ses peurs résiduelles pour guider les autres. Cet atelier n'était pas seulement une aide, c'était sa victoire personnelle, un rebondissement final où les émotions positives l'emportaient, illuminant les vies brisées d'un espoir partagé. Pourtant, au sommet de cette autonomisation, où Aïssa transformait sa douleur en un phare pour d'autres femmes, sa vie personnelle prit un tour joyeux teinté d'un drame léger, marquant un nouveau défi résolu avec une émotion débordante. Après des mois de guérison et d'amour partagé, elle épousa Ézéchiel dans une cérémonie simple et intime, loin des fastes inutiles qui avaient marqué son premier mariage forcé. Une petite chapelle au bord d'un lagon calme, entourée de palmiers murmurants, accueillit seulement une poignée d'invités. Mama Fatima, en larmes de joie, servant de témoin avec un bouquet de fleurs sauvages cueillies le matin même, et quelques amis de l'atelier qui applaudirent doucement lorsqu'ils échangèrent des vœux sincères. « Je te choisis, Aïssa, pour ta force et ton cœur, pas pour un contrat », murmura Ézéchiel en glissant l'anneau à son doigt, ses yeux brillants d'une tendresse qui effaçait les ombres du passé. Aïssa, radieuse dans une robe fluide aux motifs colorés qu'elle avait peinte elle-même, répondit « Et je te choisis pour la paix que tu m'as offerte. » La cérémonie se termina par un baiser sous un ciel clair, suivi d'un repas partagé dans le jardin de la villa, avec des rires et des toasts à l'avenir, un contraste poignant avec la solitude de sa première union. Mais ce bonheur fut ponctué d'un drame léger qui compliqua les choses, ajoutant une tension émouvante à leur nouvelle vie. La grossesse d'Aïssa, déjà avancée, se révéla plus fragile que prévu. Quelques semaines après le mariage, des contractions prématurées la surprirent un soir alors qu'elle rangeait des toiles dans l'atelier. La panique s'empara d'elle. « Pas maintenant, pas comme ça », pensa-t-elle, terrifiée à l'idée de perdre cet enfant qui symbolisait sa renaissance. Ézéchiel, alerté par ses cris, la porta jusqu'à la voiture et fonça vers l'hôpital le plus proche, tenant sa main tout le long du trajet, murmurant des mots d'encouragement. « Tiens bon, mon amour, on va s'en sortir ensemble. » À l'hôpital, les médecins confirmèrent une naissance prématurée, un accouchement tendu qui dura des heures interminables, avec des moniteurs bipants et des infirmières affairées autour d'elle. Aïssa, épuisée et en sueur, poussa avec toute la force qu'elle avait accumulée dans ses épreuves passées, craignant le pire pour ce petit être qu'elle avait protégé en secret si longtemps. Enfin, un cri faible mais vigoureux emplit la salle. Une petite fille naquit, minuscule mais combative, placée immédiatement en couveuse pour surveillance. Les jours suivants furent un mélange d'angoisse et d'espoir. Aïssa veillant au chevet de son bébé, priant en silence, tandis qu'Ézéchiel organisait tout, des visites à l'atelier au repas chaud pour la soutenir. Mais le drame se résolut avec joie. Après une semaine, la petite, qu'ils nommèrent Espoir, se fortifia rapidement, ses minuscules doigts serrant ceux de sa mère comme une promesse de vie. Aïssa, tenant son enfant contre elle pour la première fois, pleura de bonheur pur, entourée d'Ézéchiel et de Mama Fatima. « Elle est notre miracle », murmura-t-elle,
transformant ce défi en une victoire émouvante qui renforça leur famille naissante, prouvant que même les complications pouvaient mener à une joie infinie. Pourtant, au cœur de cette autonomisation, où Aïssa illuminait les vies des autres à travers son atelier et savourait la joie de sa nouvelle famille, un rebondissement inattendu vint tester sa résolution, apportant une tension émotive finale avant la paix définitive. Un après-midi pluvieux, alors qu'Aïssa rangeait des pinceaux dans l'atelier, entouré de toiles vibrantes créées par ses élèves, un coup timide à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit, et là se tenait Moussa, méconnaissable, amaigri, les vêtements usés et le regard hanté par des mois de chute libre, mendiant du pardon comme un homme brisé par ses propres démons. « Aïssa, je t'en prie, écoute-moi » balbutia-t-il, la voix rauque et les yeux baissés, tombant à genoux sur le seuil mouillé. « J'ai tout perdu à cause de ma cruauté. Je regrette chaque mot, chaque coup. Pardonne-moi, laisse-moi une chance de me racheter. Pour l'enfant, pour nous. » Les mots étaient chargés d'un désespoir sincère, un écho de ses pleurs solitaires passés, mais ils ravivèrent en Aïssa un tourbillon d'émotions. La peur ancienne, la colère refoulée et une pitié fugace pour cet homme qui avait été son bourreau. Elle sentit son cœur se serrer, pensant à leur fille Espoir qui jouait innocemment à la maison, mais elle choisit la paix plutôt que la vengeance ou la réconciliation forcée. D'une voix douce mais ferme, elle secoua la tête. « Moussa, je te pardonne pour ma propre sérénité, pas pour la tienne. Mais je ne peux pas te laisser revenir dans ma vie. J'ai trouvé la paix sans toi, et je la protège maintenant. » Elle referma doucement la porte, le laissant sous la pluie, les épaules affaissées, tandis qu'elle retournait à ses toiles, le cœur allégé d'un poids final, embrassant pleinement sa liberté et choisissant la paix comme son plus grand triomphe. Aïssa, enfin heureuse aux côtés de son enfant Espoir, une petite fille aux yeux pétillants qui symbolisait la lumière sortie des ténèbres, et d'Ézéchiel, son mari aimant qui l'avait soutenu à chaque étape, se tenait devant un groupe de femmes dans son atelier de peinture, transformé en un cercle de guérison et d'espoir. La pièce était emplie de toiles colorées accrochées au mur, chacune racontant une histoire de résilience, et les femmes assises en cercle, des survivantes comme elles, venues de tous les coins de la ville avec leurs cicatrices invisibles, écoutaient avec attention, certaines essuyant des larmes discrètes. Votre flamme ne s'éteint pas dans l'ombre. Elle brûle plus fort, elle illumine le chemin pour vous et pour celles qui viendront après. N'endurez pas la cruauté par devoir, transformez-la en force, en art, en vie. Les mots touchèrent les cœurs, provoquant des hochements de tête et des murmures d'accord, une énergie positive envahissant l'espace comme un rayon de soleil après la pluie. Aïssa, entourée de sa famille et de ses sœurs de cœur, savait que sa flamme avait non seulement survécu à l'ombre, mais qu'elle illuminait maintenant un chemin pour tant d'autres, prouvant que de la souffrance pouvait naître une force inextinguible. Et ainsi, dans cette grande ville africaine où les tempêtes passaient, mais où l'espoir persistait, l'histoire d'Aïssa se referma sur une note d'inspiration éternelle, rappelant à tous que la vraie victoire résidait dans la capacité à renaître et à donner. Pourtant, alors que l'histoire d'Aïssa touchait à sa fin, elle s'ouvrit sur un horizon infini, laissant une porte entrebâillée pour l'imagination et l'inspiration. Un soir paisible, dans l'atelier baigné d'une lumière dorée du soleil couchant, Aïssa s'assit devant une toile vierge, son pinceau en main, Espoir endormi dans un berceau à ses côtés, et Ézéchiel lisant un livre non loin, un sourire serein aux lèvres. Elle trempa les poils dans des couleurs vives, du jaune éclatant comme un lever de soleil, du bleu profond comme un ciel sans nuages, et du vert luxuriant comme une promesse de croissance. D'un trait fluide, elle peignit un avenir lumineux, une femme marchant vers un horizon radieux, entourée de fleurs épanouies et de mains tendues en solidarité, symbolisant non seulement sa propre renaissance, mais celle de toutes les femmes qu'elle avait aidées. Tandis que les couleurs se fondaient en un tableau vivant d'espoir, Aïssa murmura un proverbe final ancien et sage qui résonnait comme un écho africain. Celui qui tombe dans la boue se relève plus fort, car la terre nourrit les racines. Cette scène, simple et puissante, laissa le public ému par la beauté de la résilience et motivé à transformer ses propres ombres en lumière, rappelant que chaque fin n'est qu'un nouveau début.